Maman, je peux partir en week-end chez Victor? Oui, et ton nouveau lecteur de glycémie? T'inquiète, je l'ai et je gère sur l'appli. Avec le nouveau lecteur de glycémie OneTouch Verioflex, votre enfant sait clairement où il en est et peut suivre avec vous ses résultats via l'appli mobile OneTouch Reveal. Vous gardez un œil sur sa glycémie et lui apprend à gérer de façon autonome pour continuer à vivre pleinement. On sera hyper connectés. Ouais, enfin, pas trop. OneTouch, à vos côtés pour avancer. OneTouch Verioflex est un dispositif médical de diagnostic in vitro de LiveScan. Consultez la notice, contactez votre médecin ou votre pharmacien. Bonsoir, c'est l'heure de notre rendez-vous du week-end. Heureuse de vous retrouver, comme chaque vendredi dans la libre antenne au 39-21. Nous sommes ensemble pour nous tenir chaud au cœur pendant ces 2 heures de direct, pour partager et pour ceux qui se sentent seuls ce soir, leur faire sentir à quel point les êtres humains que nous sommes sont reliés malgré tout, même au travers de leur solitude. Qui ne pense pas parfois à la veille d'un week-end et à l'issue d'une longue semaine à des souvenirs, à des personnes aimées, parfois avec regret et nostalgie, mais certainement avec beaucoup d'amour. Souvent on se sent seul parce que l'on attend d'être aimé. Le chemin de maturité conduit à aimer bien plus que d'être aimé, même sans rien recevoir en retour. La solitude peut nous apprendre à aimer justement, à poser un regard étonné et bienveillant sur les êtres. Elle invite à la gratitude pour ne pas que cette solitude soit douloureuse. Elle ne doit pas être refermée sur elle-même et se sentir toujours prête à recevoir un signe, à accueillir une présence, à fêter la vie. C'est dans cet esprit que je vous accueille tous ce soir à l'antenne d'Europe 1 pour que nous partagions vos joies et vos peines. Appelez-nous au 39-21, vous serez accueillis au standard ce soir par Quentin, avec attention sous l'œil attentif de Patrick qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou partagez avec nous en envoyant un mail sur le site europe1.fr. 39 21, j'attends vos appels. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Jeff. Bonsoir. Bienvenue. Alors, Quentin m'a dit que vous étiez très stressé de passer à l'antenne. Je suis un peu bouleversé. Un peu bouleversé. Alors, tout va bien se passer, rassurez-vous. Je n'ai pas l'habitude. Moi, ça, je crois que personne n'a vraiment l'habitude quand il commence à s'exprimer. Donc, je vous rassure, on entend souvent ça dans cette émission. C'est toujours le premier pas qui compte, mais vous l'avez fait. Et voilà, vous êtes en bonne compagnie ici, sur l'antenne d'Europe 1. Je vous remercie. Je vous avoue que j'avais déjà cherché à vous joindre il y a à peu près 6 mois. Ouais. Et j'avais pas réussi à aller jusqu'au bout. Mais bon, là, c'est vrai que le temps a passé et voilà, j'ai besoin de parler. Donc voilà, c'est vrai que j'écoute souvent vos émissions et je me suis dit que je pouvais quand même trouver le réconfort en essayant de discuter un petit peu avec vous. Ah oui, c'est le but. Donc bravo, vous avez fait preuve de courage, ce que j'entends. Voilà. Donc, on essaye. Ouais. Donc sur quel sujet vous avez besoin de réconfort ce soir, Jeff? Alors, écoutez, si vous voulez, moi j'ai une histoire un petit peu compliquée. En fait, il y a environ 1 an, j'ai appris que mon ex-compagne, donc mon ex-femme, puisqu'on était mariés, enfin on est toujours légalement puisqu'on n'a pas divorcé, c'est ça qui est un petit peu compliqué. D'ailleurs, j'ai pas pu l'expliquer à Quentin tout à l'heure, mais en fait, j'ai appris que ma femme avait une aventure avec mon meilleur ami. Et ça a été un choc terrible. En fait, j'avais déjà des doutes depuis quelque temps, mais je me voilais la face. Et je me suis vite rendu compte que, par le biais d'amis interposés qui m'ont fait voir la réalité, qu'il se passait quelque chose. Et j'ai cherché à connaître la vérité.
ça a été une touche pour moi lorsque ma femme m'a dit que oui, elle était en couple, elle vivait une aventure avec mon ami d'enfance et qu'elle éprouvait des sentiments pour lui. Et du coup, je me suis retrouvé dans un état, vous pouvez imaginer, déplorable. Et les choses se sont passées très vite, du jour au lendemain, quasiment. Vous l'avez appris comment? Enfin, celle qui vous l'a dit, vous les avez surpris? Non, je les ai pas surpris. En fait, j'avais des doutes, si vous voulez, parce que mon ami, on le voyait relativement souvent. C'était la troisième personne de la famille, on va dire. Il était quasiment là tous les jours. C'est quelqu'un qui n'avait pas connu réellement d'aventure dans le passé. Et moi, je me suis jamais trop posé de questions. C'était mon ami. Et moi, je l'accueillais à bras ouverts. Et puis, voilà, comme je vous l'ai dit, par des amis interposés qui se posaient des questions. Vous trouvez qu'il était un peu proche, oui. Voilà, un peu trop proche. Moi, à contre-coup, après avoir réfléchi, je me suis rendu compte que je m'étais peut-être fait cette réflexion. Et donc, j'en ai parlé à ma femme qui, bien évidemment, dans un premier temps, me disait l'inverse. Et puis, du jour au lendemain, elle m'a avoué que oui, elle vivait une aventure avec lui et qu'elle l'aimait, que voilà, j'étais plus rien pour elle et que lui, voilà, c'était l'homme de sa vie qui le faisait vibrer. Voilà, ça a été une douche froide. Ça a été très, 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 très dur. Et vous avez pu en parler avec lui, du coup, avec elle, ce que je comprends, et ce que lui... En fait, moi, non. Voilà, elle est partie, je me suis retrouvé seul. J'ai pas cherché à joindre. Vous l'avez plus jamais vu, en fait? Non, il a cherché à me joindre une fois. Vous n'avez pas voulu en parler. Répondu, il m'a pas laissé de message, j'ai pas cherché à rappeler. Et c'est à cette époque-là que j'avais cherché à vous joindre. D'accord. Ça, c'était il y a 6 mois à peu près, d'accord. Je dis 6 mois, c'était il y a peut-être un peu plus longtemps. Mais oui, il y a un bon moment. Voilà, moi j'ai fait une dépression, j'ai arrêté de travailler, j'ai été sous antidépresseur. Et voilà, le temps a passé, j'ai commencé à me reconstruire. J'ai repris le travail et j'ai cette histoire qui me poursuit au quotidien. Oui, je comprends. Mais il y a un événement si je puis dire, une réflexion plutôt qui me perturbe actuellement, c'est que finalement, moi, le sentiment que j'éprouve, c'est pas le fait d'avoir perdu ma femme qui me tourmente, c'est plutôt mon ami. C'est votre ami d'enfance, c'est ça? Oui, mais c'est un sentiment qui va au-delà de l'amitié, si vous voulez. Je pense que j'avais des sentiments qui allaient au-delà. Et du coup, je suis vraiment perdu. Oui, vous êtes perturbé. Je sais pas si... Excusez-moi. Oui, vous ne savez pas si? Je sais pas si... Je n'ose pas dire le terme, mais c'est pas de l'amour réel que j'avais plus pour lui. En fait, je suis perdu. Je sais plus. Pourquoi pas? J'ai justement pour faire la différence, enfin pour essayer d'apporter une nuance et d'y voir un peu plus clair. Parce que vous savez, l'amitié, très profonde et très proche de l'amour. D'ailleurs, dans une relation amoureuse, la part d'amitié est très importante. La différence souvent qu'on y met, c'est que dans l'amitié, il n'y a pas de sexe et dans l'amour, il y en a. Et ma question, c'est est-ce que justement, envers cet ami d'enfance, vous aviez une attirance sexuelle pour lui ou pas? C'est-à-dire que je sais pas si je vais pouvoir vous répondre clairement, mais en fait, c'est plus des réflexions que je me suis fait à contre-coup, mais est-ce que vous voyez ce que vous employez ce terme d'amour parce que vous sentez qu'il vous attire? Voilà, alors si ça vous gêne, vous voyez, je comprends que ce soit un peu trouble de parler de sexualité, mais est-ce qu'il vous attire dans le sens de la sensualité, de la tendresse, du toucher, d'être dans les bras, sans aller jusqu'à forcément un acte sexuel, mais en termes de présence, ou est-ce qu'on parle d'amitié versus peut-être amour, mais plus dans un manque de la relation, de partager, de l'être qu'il était?
Vous voyez, c'est là la distinction. Il y a cette distinction, c'est que oui, je me suis déjà surpris à me dire que je le trouvais beau, Ouais. et qui me faisait éprouver des sentiments qui allaient au-delà de l'amitié. En fait, nous avions des relations assez tactiles, on se faisait des câlins, on s'embrassait, pas sur la bouche, mais Ouais. voilà, c'était du réconfort, c'était Oui, amical. des hugs, oui, bien mais sûr. moi, ça m'a jamais laissé indifférent. Mais ça, je vous le dis parce que voilà, il y a du chemin qui s'est passé depuis. D'accord, vous en avez pris Au moment- conscience. J'en ai Ouais. pris conscience, voilà. C'est-à-dire D'accord. qu'au moment des faits, pour moi, c'était quelque chose de totalement Hmm. normal. Et Ce qui explique peut-être alors, du coup, l'ampleur du choc, c'est-à-dire l'aspect dépressif, c'est que votre femme, vous ayez enlevé, elle vous parle, finalement, vous avez raconté l'histoire en disant, c'est l'amour qui me rend heureuse, ou c'est l'amour de ma vie, et vous dites, mais c'était lui, l'amour de ma vie, comme ma femme m'a pris. je crois que c'est ça. C'est C'est ça ça. le plus. En fait, moi, quand j'ai voulu vous contacter il y a quelques mois, c'était la douleur d'avoir perdu ma femme. J'en voulais énormément à mon ami. Mais plus le temps passait, plus je me rendais compte que ce qui me rendait le plus triste et le plus malheureux, c'était de plus avoir la présence de cet ami à mes côtés, le réconfort, la tendresse et le regard. Jeff, est-ce que vous avez déjà été attiré par un ou des hommes, ou jamais? Est-ce que c'est juste avec lui que ça se passe, ou est-ce que la présence d'un homme peut vous troubler? Difficile à vous répondre. Oui, et ben je sais pas, j'allais dire, quand vous regardez un homme, est-ce que vous sentez quelque chose sur le plan de l'attirance physique, même dans la rue ou dans une soirée, voilà, qu'est-ce qui se passe pour vous? Excusez-moi. Je vous en prie. Je suis un peu ému. Ouais. C'est une question compliquée peut-être que je vous pose là. D'accord. Et qui vous trouble, je comprends. Non, pour être franc, Ouais. ces sentiments s'adressent vraiment à cet ami. Parce que, vous voyez, pourquoi cette... Oui. Je pense que en fait, c'est ça peut-être la raison de mon appel, c'est que je suis en train de me poser la question, savoir si ma sexualité, je l'ai bien trouvée. D'accord. Alors, je pense que oui, j'ai déjà dû peut-être être attiré par d'autres hommes, mais du coup, voilà, j'en suis arrivé là. Je me dis que si c'est mon ami qui me manque, si c'est sa présence, les sentiments que j'ai éprouvés pour lui qui ne sont plus là, est-ce que c'était pas tout simplement parce que j'avais pas affirmé quelque chose de plus profond? Voilà. Est-ce que vous aviez pas affirmé quelque chose chez vous? La meilleure question de le savoir, Jeff, c'est justement, d'où ma question, de savoir si ça vous arrive, ou peut-être depuis d'ailleurs, de vous rendre compte que certains hommes peuvent vous attirer. Vous voyez, c'est comme ça que vous allez le savoir. La réponse à cette question-là, sur s'il y a une ambiguïté pour vous sur vos attirances sexuelles, et peut-être que les deux d'ailleurs vous attirent, mais peut-être qu'il y a cette question-là encore en suspens. Maintenant, si on revient à la relation avec votre ami, vous savez, une amitié très profonde et très longue sur la durée, et très proche de l'amour. Je vous disais, souvent on emploie le mot amour, on différencie par la sexualité, mais l'amitié très profonde est bien entendu une forme d'amour. Et il y a quelquefois des relations d'amitié plus fortes un peu à la vie et à la mort que des couples qui se constituent quelquefois sur des projets d'enfants, de créer un foyer, alors qu'une amitié traverse les âges, traverse les temps quasiment. Et c'était un peu votre cas, j'ai l'impression. Donc qu'il vous manque terriblement, peu importe, j'ai presque envie de vous dire, peu importe l'ambiguïté sexuelle ou pas qu'il y aurait, le fait qu'il vous manque, j'ai envie de vous dire, quoi de plus normal, et qu'il vous manque terriblement. Maintenant, c'est est-ce que vous êtes posé la question, pris dans votre douleur, mais maintenant que vous avez un peu remonté la pente et que vous avez traité votre dépression immédiatement, qu'est-ce que vous imaginez faire? Est-ce que vous imaginez reprendre contact avec lui? Est-ce que votre femme, donc ex-femme, j'imagine, vous êtes séparés et partis vivre avec lui?
Voilà, comment ça se passe pour vous là aujourd'hui? C'est très confus. Ouais. J'ai plusieurs fois hésité à reprendre contact. En fait, ce qui est compliqué, comme je vous l'ai dit au début de conversation, c'est que ma femme et moi, on était vraiment mariés, qu'il n'y a pas eu d'acte de divorce, et que les choses... Et aujourd'hui, vous vivez sous le même toit? Ah non, moi je n'ai... Donc elle est partie vivre avec lui? Elle est partie, moi je vis dans la maison qu'on avait tous les deux. Et donc vous avez des enfants ensemble? Non, heureusement. Ouais. Et vous avez décidé de divorcer? Enfin, ça en est où? Vous parlez plus du tout? Vous Non, en du êtes tout. où? Donc en fait, vous avez tiré un trait, faire une rupture nette, jusqu'à même pas envisager le divorce. Ben, c'est ça, en fait, c'est toutes ces complications. Ouais, mais Jeff, ça veut dire que vous êtes toujours en lien. Il n'y a rien qui s'est fixé, c'est-à-dire que vous avez fait un blocage, une rupture sous l'angle d'un blocage, c'est que rien ne s'est élaboré. Vous avez quel âge, Jeff? J'ai 36 ans. D'accord. C'est important pour vous, dans l'âge adulte dans lequel vous êtes, d'élaborer quelque chose de ce choc, sinon votre trauma reste intact. En fait, vous êtes en train de vivre le présent en permanence, quasiment. Le présent d'il y a 6 mois, 1 an, quoi. Vous avez raison. Vous voyez, et ça, c'est invivable. Parce que j'arrive pas à avancer. J'arrive pas, suis même c'est bloqué, d'accord. Au travail. Ouais. Là, j'ai repris le travail. C'est quelque chose qui me perturbe constamment. Et j'arrive pas... j'ai besoin d'une rupture franche et j'ai besoin d'avancer, de savoir déjà, de connaître ma réelle identité. Si vous voulez, je sais pas si je l'exprime bien, mais j'ai besoin de savoir si vraiment j'ose pas dire le mot, mais si... Oui, je comprends. Voilà. Je comprends. Parce que pour moi, ça pourrait m'aider à avancer, à prendre des démarches, parce que j'en veux beaucoup à ma femme d'avoir banni notre relation jusqu'au fait on n'a plus de contact et... Vous aussi, vous n'en cherchez pas non plus. Oui, mais je me suis senti trahi. Moi, je suis la victime. D'accord. Donc vous trouvez qu'elle aurait dû revenir vers vous? Qu'elle aurait dû revenir, qu'elle aurait pu, et qu'elle aurait dû faire des démarches pour le divorce. Pour le divorce. C'est vrai. Et Ouais. Voilà, mais je comprends. Ouais. Je mets vraiment de côté cette histoire, parce que pour moi, ce qui est le plus dur actuellement, c'est de réussir à trouver ma place, mon identité. D'accord. Pour avancer, peut-être même prendre le devant, faire les démarches nécessaires pour... Oui, je comprends, mais savoir d'abord où vous êtes. Oui. Alors, voilà. Vous savez, chef, peut-être ça va vous aider. On va accueillir Xavier à l'antenne. Bonsoir Xavier, vous êtes là? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors Xavier, justement, vous êtes homosexuel et vous souhaitiez intervenir en écoutant Jeff s'interroger en disant j'arrive pas à prononcer le terme, à trouver mon identité, ma place. En écoutant le témoignage de Jeff, vous avez souhaité intervenir parce qu'il y a quelque chose qui vous apparaît limpide. Alors je vous laisse le dire à Jeff. Oui. Il y a peut-être une ou deux questions que je vais poser. Oui, bien sûr. Mais que je n'avais pas entendu parce mais que ça peut tout à fait l'aider. Oui. Voilà. Alors en fait, Jeff, j'aurais voulu savoir, vous avez quel âge? À 36 ans. 36 ans. Oui. D'accord, donc moi j'ai 35 ans. Alors en fait, ce que vous avez dit, ça m'a tilté sur deux petites choses. C'est que donc voilà, moi je suis en train de faire le deuil de mon ancienne relation. Et donc déjà le premier truc que je pourrais vous conseiller de faire, c'est est-ce que vous habitez toujours dans la même maison ou dans le même appartement où vous étiez avec votre ancienne copine? Tout à fait. Voilà. Alors déjà, moi, on va dire que ma relation s'est arrêtée en août dernier et j'ai mis mon appartement en vente. Enfin, je suis en train de mettre mon appartement en vente et je pense que déjà, dans un premier temps, pour que vous puissiez avancer, il faudrait que vous partiez de l'endroit où vous êtes. Parce que, moi je sais que quand je me suis retrouvé célibataire, j'ai fait des travaux,
j'ai réaménagé tout, mais il y avait toujours la présence de la personne sans le vouloir. Mais Jeff, juste, je vous arrête une minute sur ce conseil, c'est que bien sûr c'est quelque chose qui vous a réussi. Xavier, mais Jeff est encore marié, est dans un lieu qui est un lieu conjugal, et je pense qu'il peut pas prendre ses décisions aussi simplement que vous avez pu les prendre. C'est ça, Jeff? D'accord. Ouais. Comme ça, d'accord. Par contre, moi, ce que m'a dit Quentin là dans mon oreillette, c'est qu'en fait, vous avez entendu sur cet aspect identitaire que cherche à éclaircir Jeff. Là, vous aviez quelque chose à dire. D'accord. Donc pour le truc du côté marié, je suis désolé, je savais pas. Donc désolé. Oui. Donc pour le côté du meilleur ami où vous pensez avoir une attirance, il faut juste faire attention à un truc entre une attirance physique, homosexuelle, et une grande attirance fraternelle. Moi, j'ai mon meilleur pote, ça fait 20 ans que je le connais. Il n'y a jamais eu d'attirance physique, mais il y a une attirance émotionnelle aussi importante que si c'était mon propre frère. Oui, j'aime bien votre terme de fraternel, effectivement, voilà. Xavier. C'est le genre de personne, c'est peut-être le cas par rapport à votre ami, où la personne a toujours été là quand vous n'alliez pas bien, quand vous, dès qu'il y avait le moindre problème, c'était la première personne à être là, la première personne à laquelle vous pensiez, mais ce n'est pas obligatoirement, ce n'est pas obligatoirement une attirance physique. Ça peut être c'est ce que moi j'appelle une attirance de cœur, quoi. C'est comme si c'était un frère, sauf que ça ne l'est pas. Il faut faire attention à ça, justement. Je suis tout à fait d'accord, Xavier. La chose, c'est que les faits commencent à dater de plusieurs mois, et c'est une réflexion que je me fais. En fait, j'en repasse le film de ma vie. D'accord. Et en fait, voilà, c'est pour ça que aujourd'hui j'appelle et que je me pose ces questions. Je me sens un petit peu perdu. J'ai cette impression, bien évidemment, que je me suis fait la remarque de me dire que cet ami représentait pour moi beaucoup de choses, qui me représentaient une relation qui allait au-delà de la fraternité, mais en fait il y a plusieurs réflexions qui m'ont amené à penser différemment. Et au-delà de l'attirance physique, il y a... Oui, je suis désolé, je suis vraiment ému, mais oui, j'étais amoureux de lui. J'étais amoureux. Oui, je pense que je me suis voilé la face. Ça vous j'étais amoureux. Ça vous inspire? Oui, au point de me dire que j'aurais pu vivre avec lui. Voilà. Est-ce que en fait, avant que les histoires n'interviennent, est-ce que quand vous le voyiez, vous sentiez vraiment une attirance physique, une envie de l'embrasser, une envie qu'il soit vraiment... Je sais pas si le fait de dire en vous, si c'est une bonne expression, mais qu'il fasse vraiment partie intégrante de votre vie à 100%. Ça, pour moi, c'est ma définition de l'amour. Oui, c'est le signe. Je crois que oui. J'avais tout le temps envie de le toucher. J'allais l'avoir dans mes bras. Oui, mais je vous dis ça maintenant parce que c'est la réflexion que je me suis faite. Je pense qu'à l'époque, je pense que je me voilais la face. Que vous voiliez la face. C'est peut-être ça qui vous perturbe finalement autant dans cette histoire, Jeff. Parce qu'on sent, c'est très touchant d'ailleurs de vous entendre, parce qu'on sent combien c'est compliqué là pour vous, parce que c'est un bouleversement très important. Parce que le problème aussi, c'est que vous ne devez pas oublier un truc, Jeff, c'est que aujourd'hui, du fait que vous soyez civilement avec votre ex, vous êtes juste et que vous allez traverser une période on va dire de déconstruction pour le moment et de reconstruction sur un avenir plus ou moins court. En ce moment,
vous êtes comme moi sur un niveau différent. Vous êtes sur le trouble où vous avez perdu beaucoup de repères. Et c'est justement à ce moment-là. Est-ce que vous avez d'autres amis où vous pouvez être assez proches en dehors de ce gars-là, où vous pouvez vous confier, où vous pouvez échanger de vos doutes, de vos questionnements? Non, justement, c'est que après cet épisode, cet événement, je me suis renfermé, je me suis retrouvé isolé. Et j'ai pas suffisamment d'amis, ou on va dire les amis qu'il faut pour pouvoir partager mes doutes, partager mes sentiments. Et ça c'est quelque chose de terrible. Ouais, c'est quelque chose de terrible parce que je me repasse le film dans ma tête constamment, à savoir si je deviens pas fou même, si je suis pas troublé, s'il n'y a pas eu un choc du fait de cette rupture. En fait, je suis vraiment perturbé. Oui, mais ça c'est l'isolement, hein, Jeff. C'est que moins vous en parlez et plus ça vous envahit. Hein, on a vraiment besoin d'échanger, de mettre en mots un dialogue, l'alter ego. Peut-être ce qui vous aiderait, Jeff, c'est de voir dans un premier temps, au moins un thérapeute qui vous permette de renouer une vie sociale et avoir des amis pour pouvoir avoir quelqu'un à qui vous confier qui va libérer votre parole. Là, c'est ce que vous faites ce soir et c'est déjà très courageux et formidable. Ça me fait beaucoup de bien, c'est vrai. Oui, et c'est ça qui est important. J'ai attendu longtemps pour pouvoir vous parler. De pouvoir l'exprimer. C'est libérateur de mettre en mots, Jeff. Et c'est vraiment en vous libérant et en mettant des mots que vous allez trouver du sens, que tout ça va se cadrer, va prendre des contours. Vous n'allez plus être seul avec votre pensée et votre hamster qui tourne tout seul dans votre roue, là. Si jamais Jeff le veut, je peux lui laisser mon numéro de téléphone portable. D'accord. C'est adorable. Un vrai plaisir de pouvoir échanger un petit peu, ce sera sans problème. Merci infiniment Xavier de nous avoir appelés ce soir. Très gentil. Il faut savoir se souvenir justement. Moi, je sais que j'arrive maintenant à faire la part des choses, mais le combat est très très dur. Est très très dur. Et dans votre situation, c'est encore plus dur justement du fait de votre situation avec votre ex. Mais voilà. Sachez que tous les questionnements que vous avez, vous aurez des réponses à moi. Je pourrais peut-être essayer de vous aider tant que je pourrais, bien sûr. C'est très gentil. Mais au moins d'être écouté, hein, ça c'est important. Ça vous fera du bien. Merci Xavier. Très gentil. Merci et bonne fin de soirée à vous. Quant à vous, Jeff, ça me semble vraiment important, soit Xavier ou d'autres auditeurs, mais aussi dans un premier temps d'aller voir un thérapeute pour justement reposer toute l'histoire depuis son début. Et puis il y a Adrien qui demande est-ce que vous pourriez envisager de reprendre contact alors avec votre ancien ami pour lui parler de ce que vous ressentez, demande Adrien. C'est très difficile. Bien sûr que je me pose la question. J'attendais beaucoup de cette émission pour peut-être prendre les devants et ce serait important parce que ça va vous construire sur le plan adulte, Jeff. Je comprends tout à fait ce que vous avez dit tout à l'heure en disant c'est elle qui est partie et qu'ils ont brisé tous les deux notre entente à trois. Donc j'estimais que c'était à eux. À partir du moment où ils le font pas et que vous êtes dans une souffrance extrême et que là il s'agit quand même de vous, c'est envisager qu'est-ce qui vous ferait du bien et au moins de vous confronter à elle ou à lui, d'être confronté dans le sens rien que de les voir, de reprendre contact, va vous indiquer où vous êtes. Est-ce que vous allez, je sais pas, être pris de plein d'émotions ou à l'inverse complètement soulagé? Vous ne savez pas. C'est dans les expériences de la vie qu'on se découvre et qu'on s'éclaire. Tout seul, là, vous êtes enfermé dans votre grotte, sans lumière. La lumière, c'est de vous mettre dans la lumière de la vie, c'est-à-dire de prendre des contacts, éventuellement de les voir, de les appeler, et petit à petit de vous faire confiance pour dire je sens ça, je vis ça me fait très mal, finalement ça me soulage. Vous voyez, de naviguer comme ça. C'est vraiment important parce que vous allez vous respecter, vous allez agir pour vous. Vous allez vraiment être dans le respect de ce que vous
de ce que vous ressentez, de ce que vous souffrez. Mhm. Oui, ça va Ouais. être une autre étape. Oui, mais de la même façon que vous me dites que ça vous a fait du bien de prendre votre courage à deux mains et d'appeler ce soir l'antenne d'Europe 1, de la même façon que voilà de venir un peu dans le réel plutôt que de vous raconter l'histoire tout seul, hein, parce que c'est ça, hein, c'est la parole de l'autre, le visage de deux, de les voir, ça va vous remettre dans du réel, c'est-à-dire dans l'ici et maintenant. Oui, oui, Mm. vous avez raison, mais c'est vrai que Oui. c'est très. Oui, c'est que c'est difficile encore. D'accord. Mais allez à votre rythme et vraiment envisagez, voilà, d'aller voir quelqu'un. Il y a, avant de vous quitter, voilà, il y a Françoise qui dit adorable ce jeune homme en souffrance, il retrouvera son chemin, voilà, avec un peu de temps. Il y a Alexis, 16 ans, qui dit Jeff me fait penser à moi il y a quelques mois. Faut s'exprimer pour comprendre et se libérer. Christophe qui dit quel courage, moi je vis ça aussi, pareil, et c'est très dur, j'ai 56 ans et Jeff voilà doit vivre ce qu'il désire. Et puis également Didou Paris, voilà, compte tenu de la fragilité de Jeff, ouais, il rebondissait sur le conseil de Xavier, ça me paraît voilà peut-être préférable que il bouleverse pas aujourd'hui tout son environnement. C'est très touchant. Ouais. Oui, ça me vous touche beaucoup, émeut. énormément. Oui. Donc c'est vraiment important. Vous voyez, tous les auditeurs qui vous écoutent sont voilà très très touchés aussi hein, par votre témoignage. Il y a Monica qui dit les amitiés entre alter ego sont toujours très perturbantes. Peu importe votre identité sexuelle, il est urgent de clore cette histoire qui vous ronge. D'une manière ou d'une autre, Jeff. Et clore, ça veut dire aussi reprendre le contact pour pouvoir refermer la porte. Parce que là, même sans contact, la porte est ouverte. Et ça, c'est très douloureux. C'est vrai. Ouais. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Sophie. Et merci aux auditeurs de tous ces messages de soutien. C'est vrai que c'est beaucoup d'émotions parce que je vis ça tout seul depuis plusieurs mois. C'est pas juste pour vous, ça, ce que vous vous infligez. Non. Adrien qui dit, même si c'est pas facile, prenez soutien auprès d'un thérapeute, reprenez de la force. Voilà, vous êtes d'ailleurs pas obligé de reprendre contact tout de suite avec eux, mais en tout cas, dans une première étape, commencez à vous libérer sur le plan de la parole. Et puis il y a Didou Paris, mais Didou faudra nous laisser votre numéro qui est prêt, voilà, à vous accompagner, qui accompagne, il dit amicalement depuis 5 ans un jeune. Et qu'il a aidé à assumer son homosexualité. Donc, dites à Jeff qu'il peut m'appeler après l'antenne. Mais pour ça, il faut nous envoyer votre numéro par SMS quand vous souhaitez. Voilà. D'accord, c'est très gentil. Je remercie tous les auditeurs et surtout vous, Sophie. Merci. Bon courage à vous et bravo de nous avoir appelés. Merci à vous. Je vous embrasse. Au revoir, Jeff. Moi aussi, je vous embrasse. Ouais, bon courage à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Bonsoir, Giuseppe. Bonsoir, Sophie. Bienvenue. Merci. En tout cas, je voulais vous remercier. Vous m'avez répondu gentiment il y a quelques semaines à un petit message que je vous avais envoyé sur Facebook. Oui. Et je crois que, quelque part, c'était un peu un rêve de pouvoir vous parler. Alors voilà. Ah bah, c'est formidable. C'est formidable. Et puis alors, moi, je suis ravie d'accueillir un voisin et ami francophone. Voilà. Donc, vous êtes belge et vous nous appelez de Belgique. C'est ça, belge et francophone. Et francophone, c'est ce que j'entends, voilà. C'est ça, beaucoup de Français pensent que nous sommes néerlandophones et que nous parlons votre langue. Et non, pas non, toujours. Nous sommes francophones. Voilà. Non, partie francophone, voilà. Partie francophone. Mais je suis ravie de vous accueillir. Merci. Voilà, eh bien, l'objet de mon intervention est un petit peu cocasse, mais ce fait que fin avril, j'ai rencontré tout à fait par hasard sur Facebook, lors d'une conversation avec une personne française. Donc j'ai rencontré une Parisienne, avec qui je me suis lié d'amitié, je dirais, philosophique. La conversation était très, très intéressante. Et puis j'ai eu un coup de foudre, et donc j'ai demandé cette personne en ami, et il s'est avéré qu'il y avait un intérêt commun, réciproque. Et voilà, on a un petit peu conversé, ça n'a pas toujours
c'était des plus faciles. Je dirais que deux hérissons qui se parlent n'ont pas toujours... Vous vous qualifiez de hérisson? Ah oui, oui, Ah oui. on se qualifie de hérisson. Mais bon, voilà, mais j'avais noté quand même, je dirais, une certaine synchronicité. On avait vraiment les mêmes idées, le même type d'emploi. Elle est éducatrice, moi je suis enseignant, des choses comme ça, intéressé par la culture, beaucoup de choses. Et donc voilà, on décide de se rencontrer le mi-juin à Paris. Ça s'est très bien passé. Voilà, on est sortis ensemble, magnifique. On l'a annoncé à tous les amis contents de part et d'autre. Vraiment, bon, l'histoire couvait. Hein. Et évidemment, se posait la question de savoir comment on allait communiquer entre nous, sachant que la possibilité de communiquer par Internet n'était pas possible. Donc, pour des questions techniques, Skype n'est pas possible. Et donc, nous cherchions le meilleur budget par GSM, sachant que d'un pays à l'autre, ça coûte très très cher. Et comme nous étions un peu perdus et que j'avais un peu de temps, je me suis rendu de l'autre côté de la frontière, chez un opérateur mobile, que je ne citerai pas, pour demander s'il y avait des facilités pour les Belges en mode transfrontalier. Apparemment pas. Et donc, je pense que vraiment dans le but de me servir, le préposé m'a spontanément demandé le numéro de téléphone de cette personne qui s'appelle Caroline. Voilà, elle a souhaité que je donne son prénom. Et il se fait que par inadvertance, j'ai vu sur l'écran la date de naissance de Caroline. Alors, ça peut paraître anodin. Simplement, voilà, Caroline, dans un premier temps, m'avait dit qu'elle avait 48 ans comme moi. En tout cas, j'avais déduit qu'elle avait 48 ans. Et puis à Paris, elle m'a annoncé qu'elle en avait en fait 51. En réalité, elle en a 55. Alors, ça fait 7 ans de différence entre nous. Moi, personnellement, ça ne me dérange vraiment pas. Mais ce qui m'a un petit peu embêté, c'est que, évidemment, quand j'ai découvert ce fait, et je dois dire que je n'ai rien fait pour trouver ce fait, c'est vraiment accidentel, ça a été vraiment donc, un gros conflit. Et c'est un conflit qui a duré pendant 7-8 heures. Un conflit entre vous? Oui, c'est ça. Oui. Elle a assez mal réagi. Parce que comment vous lui avez dit? Je lui ai dit en blaguant, je pense que chez cet opérateur mobile, ils ont fait une erreur d'encodage. C'est mignon. Voilà, ouais. c'est un peu l'humour. Ouais. Voilà, bon, elle a mal réagi, mais... C'est-à-dire, elle a réagi comment? C'est quoi mal réagi? Bien, elle m'a autorisé à le dire, donc elle a commencé à me dire fouineur, baratineur, manipulateur, pervers narcissique, et comment tu t'es permis de fouiller dans ma vie. Je dois dire, je vais être honnête, que n'ayant pas eu beaucoup d'informations sur qui elle était précédemment, j'avais un peu fouillé, ça je l'avoue, mais je pense que tout le monde fait ça sur Internet, évidemment. L'anecdote, c'est que les échanges ont duré pendant à peu près 7 heures. Avec la fatigue, ça tournait un peu court et ça nous a coûté... Des échanges par SMS? Oui. C'est violent, ça. Oui, sans se parler. Oui, alors j'irais même des menaces de gendarmerie, enfin des choses comme ça, je peux comprendre. Ce qui nous a fait rire, c'est que ça nous a quand même coûté 70 € tous les deux. Donc, c'est un peu bête. Alors, voilà, on cherchait un plan tarifaire. Voilà, bon. C'est le paradoxe, ça. Quel paradoxe, voilà. Oui. Alors ma question est un peu la suivante, parce que depuis cet événement, je dois dire qu'on s'est réconciliés et je dois dire que tout va bien. Oui, formidable, d'accord. C'est formidable et c'est un peu ça qui fait que Quentin était un peu en question par rapport à l'émission. Mais moi je me posais en fait la question du destin. Et puis la question de l'emploi de ce vocabulaire. Je voudrais dire un peu ceci. J'ai parfois l'impression que les hommes, quand ils veulent baisser une femme, ils leur disent salope, chienne, pute, et que les femmes utilisent plutôt des mots comme pervers, narcissique, et tout ça me fait un peu peur en fait. Parce que moi je voudrais vraiment dire que je n'ai pas été chez cet opérateur pour chercher ces infos. Jamais je n'aurais pensé voir l'écran. Jamais. Je veux dire, ça a été un coup du destin, mais qui, moi, m'est apparu comme bénéfique après coup. C'est-à-dire bénéfique de créer une crise entre vous, que ça se passe bien. D'accord. Oui. Moi, ce qui m'intéresse, là, Giuseppe, c'est que vous nous racontiez justement comment vous l'avez résolu. Eh bien, moi, je dirais que ça s'est fait intuitivement. Voilà. On s'est bloqué sur Facebook et 3 jours après, on a eu tous les deux l'envie de se reparler. Oui. Voilà. Je ne sais pas expliquer pourquoi. Donc vous êtes parlé de vive voix. Oui.
oui. Donc ça s'est pas fait intuitivement, ça s'est fait par la parole, par le dialogue. C'est ça. D'accord. J'ai repassé la frontière et elle m'a appelé sur une cabine, puisqu'en France on peut appeler des cabines. Oui. Voilà. Entre-temps, j'avais envoyé un petit courrier en disant voilà, je voudrais vraiment que tu me crois. Oui, mes intentions n'étaient pas malsaines. Voilà. Mais je peux accepter. Mais je souhaiterais qu'on reste amis, parce que c'était sincère. Est-ce qu'elle vous a dit qu'est-ce qui l'avait blessée? Parce que finalement, quand on insulte l'autre et qu'elle vous traite de pervers, de fouineur, etc., et que vous, factuellement, vous dites, bah oui, je l'ai vu, et puis en même temps, voilà, c'est intéressant d'avoir des informations sur l'autre quand on se connaît peu, on est un peu avide de ça. Qu'est-ce qui... est-ce que vous avez pu avoir ce dialogue sur qu'est-ce qui était si important pour elle? Donc, quelle crainte, finalement, puisqu'elle l'a caché, elle avait que vous découvriez? Non. Parce qu'il est là le cœur du sujet, c'est-à-dire qu'elle sait que vous avez 48 ans. Oui. Elle n'a pas envie que vous vous disiez d'emblée, aïe aïe aïe. Elle a 55 ans, ça va pas être possible pour moi parce que c'est tant de plus que moi, une femme. Dans les représentations, tout ça, c'est des représentations sociales, symboliques. Voilà, qu'est-ce qu'on se raconte sur l'âge? Ça parle aussi de soi, de l'image de soi. Bon, c'est chargé de plein de sens cette histoire d'âge, et que soit pour une femme ou pour un homme d'ailleurs. Et passer la cinquantaine, je me souviens moi de la génération de mes parents. Alors ça remonte pas à hier, qui disait j'ai 8 ans. Pour dire, passer 40 ou 50 ans, les gens disaient j'ai 8 ans pour dire 38, 8 ans, voilà, on savait pas trop. On est à la fin de quelque chose, à le début d'autre chose. Et puis, il y avait toute une époque où les femmes disaient pas leur âge. Aujourd'hui, bon, il y en a que ça, voilà, c'est que ça dérange moins. Et puis, comme vous dites, aujourd'hui, toutes les données sont partout. Donc, l'âge des gens, on l'a. Mais je peux comprendre qu'elle ait eu peur. Et ce qui est intéressant, c'est quelle confiance elle vous fait, parce que manifestement, en vous insultant, elle ne vous fait pas confiance du tout. Ça corrobore bien le fait qu'elle avait si peur pour vous insulter. Oui, j'ai insulté aussi. Donc... Ah bah sans doute en retour, oui. Oui, parce que je nous trouve très très synchrone et très miroir. Alors au passage, elle est en train de m'envoyer un petit message en me disant demande-leur de m'appeler. Bon, je veux bien, voilà, je passe le message. Elle a qu'à appeler le 3921, on est une libre antenne. Voilà, si elle nous entend, Caroline 3921. Je ne sais pas. Voyez, parce que ce qui est intéressant quand on a un conflit dans un couple et quand il y a une tension, surtout au démarrage, la question c'est qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on va en faire. Alors vous me dites, on a résolu ça intuitivement, mais quelle leçon, quelle connaissance de votre couple naissant vous en tirez tous les deux pour avancer, et quelle confiance mutuelle vous donnez. Elle est là la question, puisque la question est un problème de confiance. Oui, écoutez, moi je vais proposer le postulat suivant. Je dis, écoute, je pense qu'on devrait dire ceci. On s'engage à dire la vérité à l'autre, et l'autre s'engage à croire cette vérité, même si, quelque part, on a toujours, je ne veux pas dire un doute, mais parfois l'envie de vérifier l'information. Moi, je me suis également engagé, je lui ai proposé, je ne me suis pas engagé, je lui ai proposé, je dis, voilà, moi, je n'irai pas chercher dans ton passé, mais si tu souhaites m'en parler, tu peux m'en parler, parce que je pense qu'il y a quand même une raison là derrière de cacher. Voilà, je dis, mais si on n'est pas capable d'être autre chose que des hérissons, ce serait dommage. Or, ici, je vois qu'on est d'accord, en tout cas, sur ce principe. Et voilà, mais j'ai beaucoup de mal à expliquer pourquoi, tout d'un coup, comme ça, on a décidé de changer notre fusil d'épaule. Eh bien, moi, je pense qu'il y a des histoires qui sont vraies et où les gens sont capables de se remettre en question. Et c'était un peu ça que je voulais dire, en fait. Oui. Et que le destin, je pense, parce que on est croyants tous les deux, en fait. Et moi, je crois que le destin, à un moment, a voulu dire, voilà, c'est très bien le mensonge, c'est très bien la méfiance, la peur sont des choses naturelles pour des gens de notre âge. Mais il y a moyen de vivre il y a moyen de faire ça autrement. Et moi, je suis convaincu. Je ne suis pas un mystique, je suis philosophe de formation, mais je ne suis pas mystique. Moi, je crois que le destin s'en est mêlé, en fait. Oui, alors il y a aussi l'intelligence de deux êtres
Oui. qui décident de se parler. Hein. Bien sûr, je vous suis dans l'histoire du destin, mais sans doute l'intelligence de Z. Vous savez ce que je vous propose, Giuseppe, parce qu'on va s'interrompre pour les informations, c'est de rester en ligne. D'ici là, on va essayer de joindre Caroline pendant les informations et de redémarrer l'émission avec Caroline et vous. Oh, ce serait formidable. Hein, ce serait une bonne idée. Allez, on tente ça, c'est nouveau dans la libre antenne. À tout de suite, à tout de suite. Il est minuit. Vous écoutez Europe 1 et c'est la libre antenne qui se poursuit en direct et avec vous pendant encore une heure pour parler de vos difficultés de vivre, de vos combats ou encore de vos peurs, de vos amours et pourquoi pas aussi de vos joies. Un temps de parole entre nous qui est important parce qu'il permet de donner un sens à ce qui vous arrive et le sens c'est ce qui nous aide à vivre. Alors si vous souhaitez explorer de nouvelles pistes, atteindre un nouvel équilibre, quitter des vérités toutes faites, je vous propose de nous appeler au 39 21. Vous serez accueillis au standard ce soir par Quentin et c'est Patrick qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou envoyer un mail sur le site europe1.fr. J'attends vos appels au 39 21. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Et on accueille tout de suite Caroline. Bonsoir Caroline. Vous êtes là ? Oui, je suis là. Bonsoir Sophie. Oui, bonsoir Caroline. Alors Caroline, vous êtes la compagne ou l'amie de Giuseppe qui était avec nous juste avant les informations et qui est toujours là à l'antenne également. Vous êtes bien là, Giuseppe ? Tout à fait. Voilà, donc formidable. On vous accueille tous les deux. C'est une première ce soir à l'antenne d'Europe 1. Et vous avez souhaité, Caroline, intervenir suite au témoignage de Giuseppe. Alors je rappelle pour les auditeurs qui prennent l'émission en cours de route que votre ami nous appelait pour dire qu'au départ de votre relation, de votre toute jeune relation, je crois, il avait par hasard découvert, alors pas par hasard, enfin c'était un hasard ou une circonstance. Il a découvert votre âge en essayant de mettre au point un nouvel abonnement téléphonique pour communiquer. Lui est en Belgique et vous en France. Et en fait, âge que vous aviez pas caché, mais vous avez donné à notre âge, voilà. Autant dire que je l'ai caché, c'est vrai. Voilà. Et en fait, votre réaction a été assez forte. Vous étiez donc pas contente du tout et vous l'avez traité un peu de tous les noms, lui aussi, et ça s'est pas bien passé. Oui, c'était un échange un petit peu houleux, un peu vif, voilà. Oui, et puis depuis, avec beaucoup d'intelligence, j'ai envie de dire peut-être aussi beaucoup d'affection et peut-être de l'amour, vous avez repris le cours de votre relation et en l'écoutant juste avant le journal, vous souhaitiez intervenir pour apporter, vous aussi, finalement, votre version. Alors, j'avais justement envie tout de suite, pour démarrer, Caroline, de vous lire le message d'une auditrice, Angèle, qui dit pour moi, le fond du problème, c'est pourquoi elle en a voulu à son ami alors qu'il avait eu l'information sans le vouloir et qu'elle même lui avait menti. Est-ce que elle est là, la question? Alors, question je ne crois pas que la question soit là, en fait. Au tout départ, je me préserve. C'est-à-dire sur Facebook et sur Internet, en général, je me préserve. Donc, je ne donne pas mon âge, ni mon adresse, ni aucun renseignement. C'est vrai que le premier rendez-vous qu'on a eu tous les deux, je lui ai dit 48 ans. Ouais, j'ai un petit peu frimé. Et ça m'a fait du bien de me rajeunir un petit peu. Voilà, c'est un truc de nana. Exactement. On est d'accord. Un petit peu de rimel, on rentre son bidon et puis voilà, ça fait du bien. Et puis on se dit, on ne sait pas où ça va aller. Donc on dira le principal plus tard.
c'est-à-dire l'adresse, l'âge, le nombre d'enfants, les choses très importantes, on les dira plus tard, on va voir comment ça va se passer, quoi. Et puis ça s'est bien passé. Et c'est vrai que peut-être j'aurais dû dire mon âge tout de suite. Et puis pour tout dire, j'ai flippé un peu. Ouais. Et le fait que Giuseppe me dise ensuite qu'il est allé chez cet opérateur, et qu'il ait eu les renseignements, ça m'a fait peur. Franchement, ça m'a fait peur. Je me suis demandé pourquoi cet opérateur avait donné mes renseignements. Franchement, ça m'avait fait flipper. Donc, j'ai été en colère. Après l'opérateur, et puis peut-être aussi après lui. Voilà, ça vous a inquiété. Vous vous êtes dit, oulala, il faut... J'étais très inquiète, c'est vrai. Et puis, comme vous l'avez dit, avec un petit peu d'intelligence chacun, c'est vrai qu'il a fait beaucoup d'efforts pour me rassurer. Donc, écoutez, on va dire, pour résumer l'histoire, on tente le coup, quoi. Voilà. On tente le coup. Et alors, du coup, qu'est-ce qui a permis, en fait, de repartir? C'est le fait, finalement, qui vous rassure, qu'il ait l'intelligence en lui de comprendre que vous aviez un peu paniqué et de vous accueillir, finalement. Alors, au départ, il n'a pas compris ma panique. Je crois qu'il a été aussi paniqué que moi, parce que je suis rentrée quand même dans une colère un petit peu inconsidérée, on va dire. Je suis un peu pète sec quand je veux. Mais après, il m'a envoyé un courrier, il m'a rassurée et on s'est reparlé et sur Internet et au téléphone. Et ça m'a permis de me poser, quoi, on va dire. Ça m'a fait du bien. Et donc j'ai laissé une chance à notre histoire qui n'est pas évidente non plus. C'est pas facile à cause déjà de la distance. En Belgique déjà. Et puis lui est prof, lui est prof de beaucoup de choses et moi je suis assistante d'éducation, donc je me dis il est très intelligent et peut-être moi je suis pas assez intelligente, vous voyez. Donc vous êtes dans cette peur-là. C'est bien de me dire qu'il vous savez, oui, bien sûr. J'ai peur de pas satisfaire, même si je pense pas que je sois complètement débile, ni idiote, loin de là. Mais je veux dire, il est intelligent, il est cultivé. Et donc, tout un tas de choses ont fait que j'avais peur, en fait. Et il m'a rassurée. Donc, allons-y. Voilà. Alors, Giuseppe, à vous la parole. Qu'est-ce que vous inspire ce que vient de dire Caroline sur effectivement le fait de la rassurer, et puis aussi ce qu'elle vient finalement peut-être je sais pas d'avouer, en tout cas de vous confier, c'est son inquiétude d'être pas à votre hauteur. Vous savez, cette histoire de être à la hauteur de l'autre. Oui, mais c'est une chose dont je souffre énormément. Je parle 8-9 langues étrangères, enfin des choses comme ça. J'ai un don intellectuel. Vous souffrez d'être si brillant. Oui. J'ai vu beaucoup de gens qui m'ont jalousé, y compris dans le travail professionnel. J'ai été parfois viré pour des motifs complètement absurdes, qui sont des motifs de jalousie. Mais ça, je ne vais pas revenir là-dessus, vous en parlez souvent dans vos émissions. Mais je crois que simplement, je suis comme ça, je passe pour un personnage cultivé, ce que je ne nie pas, et j'ai pas envie de le nier. J'ai comme beaucoup de Français qui, par exemple, m'ont dit « c'est incroyable, tu nous emmènes dans Paris, tu te promènes dans Paris, c'est nous les Français, c'est toi qui nous conduis dedans ». Mais voilà, je suis quelqu'un de passionné, j'y peux rien, je suis fait comme ça. Maintenant, moi je trouve que Caroline a des qualités absolument extraordinaires. Elle a une très belle voix d'abord, je ne sais pas si vous l'avez entendu, je trouve qu'elle s'exprime d'une façon très élégante. Elle s'intéresse beaucoup à la culture. On a le projet d'aller à Auschwitz, visiter Auschwitz. Je ne connais quand même pas beaucoup de femmes qui ont cette idée. Je connais beaucoup de femmes qui préfèrent les vacances aux îles Canaries, je veux dire. Donc je pense que la culture doit être
une arme positive. Voilà, moi je me dis, si on va à Auschwitz, comme je parle un peu le russe et le tchèque, je veux bien apprendre un peu le polonais. Voilà, mais c'est pas par narcissisme ou par culture, non, c'est parce que une fois qu'on est là-bas, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent anglais et ça peut être une façon de protéger en fait. Et Caroline, est-ce que c'est rassurant là pour vous d'écouter Giuseppe vous dire ça à l'antenne? Alors, on a parlé de la Pologne il y a peu de jours parce que ma grand-mère était polonaise et j'ai envie d'aller là-bas. Et tout de suite, il a essayé d'organiser le voyage, a priori. Donc, évidemment, j'en suis super contente, quoi. Et puis, je vais vous dire, pour une femme, moi, je suis une femme seule depuis très longtemps. J'ai élevé ma fille. On est une famille de nanas, voilà, on est une famille de femmes. Et d'entendre Giuseppe prendre les choses en main, organiser un truc, ça fait du bien. Alors j'ai pas l'habitude. Pas l'habitude. Il faut que je lâche un peu le truc. Ouais, d'accueillir, finalement, voilà. De vous laisser faire. Ouais, exactement. Ouais. C'est exactement vous ça. Allez il faut apprendre. Que je lâche l'affaire. Ouais. Ah non, pas lâcher l'affaire. J'ai dit vous laisser faire. Ouais. D'accueillir. Me laisser aller. Exactement. Voilà. Moi, je dis souvent, cette antenne, que l'amour, c'est de l'accueil. On dit toujours que l'amour, c'est donner, mais c'est savoir accueillir l'autre. Et vous, votre problématique, ça va être ça, Caroline. C'est d'accueillir Giuseppe dans votre vie. C'est vrai. Et de lui faire une place et de le laisser vous offrir ce qu'il a à vous donner, sans vous prendre la tête en vous disant mais moi j'ai pas ça, je suis pas comme ci, je suis pas comme ça. C'est vrai, vous avez raison. Et ça va être un travail de chaque jour, mais un travail appréciable, si on s'en donne les moyens, voilà. Donc je suis contente, on va dire. Et puis je suis très contente d'être passée chez vous parce que ça m'a fait beaucoup de bien. Je suis très heureuse de vous connaître. Voilà. Merci à vous. Écoutez, moi j'étais vraiment ravie de... Voilà, c'est une première. Il y a un auditeur qui dit, mais depuis quand vous faites des thérapies de couple dans la libre antenne? Donc, je précise qu'on ne fait pas de thérapie de couple. Vous avez eu la demande tous les deux. Vous échangez des SMS pour expliquer aux auditeurs Giuseppe et vous pendant que Giuseppe parlait à l'antenne. Voilà, et vous avez proposé d'appeler, ce que j'ai trouvé une très bonne idée. Donc, je vous remercie tous les deux vraiment du fond du cœur, d'avoir accepté ce deal-là. Il y a Cœur Solitaire qui dit magnifique couple, je vous admire. C'est une chance de rencontrer une personne avec qui on peut partager autant. Et puis il y a une auditrice qui dit Caroline, dites-vous l'un et l'autre et dites-vous tout l'un et l'autre et vous verrez que votre relation sera très belle, ce n'est pas dramatique. Vous auriez pu dire 58 ans, mais votre intelligence à tous les deux fera naître une belle histoire d'amour. Fermer ce chapitre et avancer. Ça va beaucoup nous aider, je crois, à avancer votre pas dans l'histoire, on va dire. Écoutez, ça me fait plaisir. C'est très gentil à vous. C'est vrai. Et puis il y a Fleur de Sel qui dit un couple, c'est comme une rose, il faut lui laisser le temps de fleurir. Votre relation en sera plus forte. Bonne chance au hérisson franco-belge, Fleur de Sel. Vous n'avez pas l'air d'être trop hérisson quand même, ou en tout cas, vous savez, le hérisson, quand il va bien, il couche, ses épines, voilà. C'est simplement quand il a peur qu'il les sort. Donc, si vous arrivez effectivement à vous accueillir l'un et l'autre, et puis même les 300 km de distance peut être un joli défi, tous les deux, dans la confiance et à relever en tout cas. Oh là là, quelle formidable expérience. Merci beaucoup à vous. Et puis, Giuseppe, franchement, superbe expérience. Voilà. Écoutez, ça fait plaisir de vous entendre tous les deux. Je sais plus quoi dire. C'est très bien. À tout de suite. Je suis Vous allez débriefer ensemble. Il y a un auditeur qui dit, assez rare ce genre d'échange à l'antenne, c'est beau, c'est chouette. Oui, je trouve ça, je suis d'accord. Voilà, c'est beau, c'est chouette. Merci à vous deux. Voilà, toute l'équipe vous embrasse. Au revoir. Une petite dédicace. Au revoir. Oui, hello. Ah merde. 3921. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Bonsoir Cécile. Oui, bonsoir Sophie. Je voulais avant tout remercier Quentin pour sa gentillesse. Oui. Voilà. Il vous écoute. Et puis vous dire que en fait moi aussi j'ai tardé à vous contacter, mais du coup je suis très contente de passer ce soir après Jess et Caroline que j'ai trouvé très touchants. Merci. Voilà.
Alors moi, je vous appelle. Je vous appelle pour un sujet que dans l'antenne, j'ai rarement entendu, mais moi, j'ai un petit souci. Voilà, j'ai été malade il y a 7 ans, et puis j'ai constaté depuis la maladie ma difficulté à me dévêtir en période estivale. Vous voyez, j'ai du mal à. Malade de quoi, Cécile? J'ai eu un cancer du sein. Oui. J'en suis guérie. Oui. Ça a eu lieu il y a 7 ans, en fait, j'ai 47 ans. Oui. Et je suis seule depuis 5 ans, voilà. Et en fait, j'ai remarqué, j'ai toujours été pudique, oui. Mais après la maladie, j'ai vraiment plus pu me dévêtir. Vous voyez, ne serait-ce qu'avoir un petit t-shirt ou être en robe, en jupe, c'est totalement impossible pour moi. Et si je vous appelle, c'est parce que vous voyez, les 2 derniers jours, là, il a fait très chaud. Très chaud. Eh bien, je me suis promis de pas mettre mon gilet, et puis finalement, je suis rentrée trempée à chaque fois. Vous voyez, c'est très. Oui. Non, c'est très difficile, c'est douloureux finalement. Oui, bien même sûr. Si ça paraît un peu. Non, c'est pas anodin du tout, parce que c'est comme un lien avec votre corps qui ne se fait pas, enfin, entre votre psychisme et votre corps. L'un dit quelque chose à l'autre parce qu'il a trop chaud, votre corps, et qu'il aimerait bien profiter peut-être du beau temps et du soleil. Donc il y a comme quelque chose que vous lui interdisez. Mais pourquoi il n'a pas le droit, finalement, ce corps de votre peau, de profiter du beau temps? Oui, mais je m'en veux, vous voyez, parce que parfois je remonte, je décide de ne pas prendre de gilet, et puis je remonte en. Ah oui. Vous voyez, tellement je me sens en panique presque, en fait. Oui, j'ai honte de dire ça, mais en panique. Non, en panique. Alors, quel est le risque? C'est-à-dire, vous voyez, si on raisonne toutes les deux en risque, qu'est-ce qui se passe justement à ce moment-là? Par exemple, hier, hier, parce que j'avais un petit haut, manche, vous voyez, les bras complètement dénudés. Et donc, j'ai accroché mon gilet à mon sac. Vous voyez, déjà, je mets mon sac devant, comme si je me protégeais. Et puis, donc, finalement, j'ai remis mon gilet sur une épaule, puis sur les deux. Et puis, finalement, je l'ai vite enfilé, comme si il y avait une... Il y a un danger. Est-ce que vous diriez qu'il y a un danger? Est-ce que vous êtes en danger? Je ne sais pas, mais je me sens presque nue. Enfin, vous voyez, comme si j'étais impudique, vous voyez. Impudique. Alors que alors que ce ne sont que les bras. Oui. Et ça, c'est depuis avant votre cancer. Quel rapport vous aviez à votre corps? Quand je suis tombée malade, non, ça allait. Non, je mettais des robes, des jupes. D'accord. Et depuis, est-ce que j'ai vous toujours été pudique, mais voilà, je pouvais quand même dévêtir laisser mes bras et mes mollets, vous voyez. Mais là, c'est plus... Est-ce que j'ai l'impression, en vous entendant, que c'est pas tant le regard de l'autre qu'un corps qui serait fragile, dont vous auriez pas mesuré la fragilité que vous avez à protéger de quelque chose en le couvrant? Ce serait ça? Quand j'ai été malade, c'était durant l'été, il faisait très chaud, c'est le seul souvenir que j'ai. Ça, c'est important. Et l'été d'après, je n'ai pas pu... je me suis demandé pourquoi je ne portais pas de robe ou de jupe. Et puis je me suis dit que c'était pas grave, mais ça a continué, vous voyez, ça fait pratiquement... on va dire que ça fait 5 ans, puisque... après la maladie, je n'ai pas été seule durant 2 années, mais ça fait 5 ans que je suis seule. Ça s'est aggravé depuis que je suis seule. Quand je sors avec mon fils, qui est grand, parce qu'il vit avec sa copine, et lui, il rit. Il rit. Mon fils, ça le fait rire. Oui, mais... On dirait une folle. Oui, non. Parce que la dernière fois, j'avais mon impair. Moi je vois ça comme une protection, parce que vous parlez de pudeur, et ce que j'entends, c'est pas que le regard de l'autre soit une agression, c'est dans un été, vous avez appris que votre corps souffrait
était malade. Et le sein, vraiment l'aspect maternel, hein, le signe de la fécondation, du lien à l'autre, enfin c'est très très chargé symboliquement. Hein. C'est un calvaire pour moi l'été en fait. Oui, parce que ça l'a été. Parce que cet été-là a marqué un tournant dans votre vie. Et que depuis, ce corps... Je pensais que ça pouvait être lié à ça, mais vous preniez ça pour de la pudeur ? Est-ce que c'est, pour le savoir, est-ce que finalement... J'ai bien compris que j'avais un petit souci à pas me dévêtir comme ça, parce que c'est curieux, enfin, c'est vraiment quand mais c'est malgré vous voyez. Oui, donc, oui, c'est vraiment malgré moi. Donc je me mets même un peu à trembler et j'enfile vite mon gilet. Ça prend des allures, vous voyez, de trauma psychique, comme un choc émotionnel, inconscient, hein, que vous avez vécu cet été-là, et je fais lien avec le fait que c'était en été, comme un danger. Vous avez associé le danger quand vous avez appris ce que vous aviez, et puis la saison. Et donc, il y a un danger qui s'est fixé à cet endroit-là, et quand l'été revient, il vous ramène constamment à ce danger. Et donc, vous couvrez votre corps pour le protéger du danger. De l'annonce ou de quelque chose qui viendrait, parce que j'ai le sentiment que mais dites-moi si je me trompe, que c'est pas le regard de l'autre qui pose un problème sur vous, hein. Je pense pas, parce qu'en hiver je suis très tranquille, je suis même très, c'est dès que les beaux jours arrivent que je ne suis pas bien. Vous voyez, par exemple là j'en viens même à me dégoûter. Oui, c'est curieux. Alors que non. Oui. C'est bizarre. Et c'est pas un rapport, parce que là, la Bambi réagit en disant je vis la même chose, j'ai subi chimio et opération, perdre des cheveux, j'ai dû porter une perruque de large haut pour cacher ma poitrine mutilée, je ne sais plus être féminine. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est une question de féminité, ou c'est plutôt... Parce que vous me dites que l'hiver, non, le problème se pose pas du tout dans les mêmes termes. Non. C'est vrai qu'en été, si vous voulez, quand on met des petites choses, c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus féminin, c'est beaucoup plus... ça me... Il y a une féminité qui s'expose. Or, votre féminité a été blessée. Ouais. Ah oui, c'est peut-être ça aussi, parce que c'est vrai que je vais rester en pantalon, mais je vais essayer de trouver un petit haut un petit peu féminin, et puis tout de suite, je le cache et je ferme bien mon gilet. Oui, parce que... C'est curieux, même moi, ça me surprend d'être... Ben non, parce que votre féminité a été blessée dans sa chair. Hein, les seins, c'est vraiment le symbole de la féminité. Oui, mais je ne me découvre pas, vous voyez, Sophie. Moi, même les petits hauts que je vais porter, ils sont quand même ils sont pas trop décolletés, vous voyez. Mais ne serait-ce que montrer mes bras, c'est l'horreur. Je sais pas si j'ai pensé à en parler, mais je sais si, pas si, c'est ce que j'allais vous dire. Mais pas du tout, parce que c'est sur le plan, vous pourriez tout à fait aller traiter ça, mais même en 2-3 séances maximum, hein, avec un thérapeute comportementaliste sur le comportement, parce que vous, c'est vraiment quelque chose qui est ancré entre un choc. Je me demandais si beaucoup de femmes vivaient ça. C'est ça aussi que je me demandais. Il y a Pascal qui dit moi j'ai vécu un cancer de l'utérus il y a 23 ans et en été, et ce qui fait que l'été je ne sors que très peu et je suis en fauteuil roulant, je mets un plaid sur mon ventre, dit Pascal. Alors il y a Christine qui demande est-ce que le regard d'un homme, l'amour, aiderait peut-être à réparer votre image? Oui, parce que dans les 2 ans qui ont suivi la maladie, je n'étais pas toute seule. C'est vrai que ça s'est aggravé. Oui, c'est certain, parce qu'il y a une réappropriation à trouver de votre corps. Ce qui est très certain, c'est que l'été, c'est le moment où les femmes se dénudent, effectivement s'exposent et montrent quoi? Leur féminité. C'est bien à ce moment-là qu'on les voit les plus féminines, où on voit effectivement leurs jambes, des sandales, les bras nus, des décolletés, effectivement, hein, beaucoup plus que l'hiver. Et là, vous êtes menacée. Je ne peux pas me mettre en robe. Je m'étais dit, Sophie, d'accord, je ne peux pas me mettre en robe, mais quand même, les bras, je me suis dit, c'est pas possible. C'est là où ça m'inquiète un peu, c'est le fait de ne pas pouvoir. Et vous diriez que d'été en été, il y a de plus en plus de zones concernées, c'est-à-dire c'était d'abord les jambes et cet été c'est les bras, ou? Non, mais cette année je m'étais promis d'y arriver, vous voyez, je me rends compte que, voilà, je me dis, oh, c'est pas tout à fait l'été, c'est pas grave, c'était le mois de juin, tu vas voir, au mois de juillet, tu vas y arriver. Ouais.
Et qu'est-ce qui se passe? Parce que pour vous aider, c'est au moment, par exemple, aujourd'hui, vous dites, ou hier, je ne sais plus, vous aviez un gilet, vous l'aviez mis sur votre sac. C'était l'horreur. Oui. C'est-à-dire. Et avant-hier, particulièrement avant-hier. D'accord, mais racontez, qu'est-ce que vous dites à ce moment-là? Oui, comment ça se passe? Je suis contente quand je sors de chez moi et que j'ai réussi à mettre mon petit gilet sur mon sac, vous savez, de l'accrocher comme ça. Bien sûr. Je vais rester 5 minutes et je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Et quelles sont les pensées qui sont associées à cette émotion de je me sens pas bien? Alors je sais par exemple que par exemple ma maman me dit que elle me dit tes bras franchement ils sont jolis, il faut pas les cacher, et je lui dis que ça n'a rien à voir avec esthétique, c'est pour moi ce bras dévêtu c'est comme si j'étais nue, vraiment. Et donc moi je me sens nue, je me sens trop déshabillée. Donc je dis, je jette mon gilet, vous savez, par-dessus une épaule, puis les deux, et puis finalement je l'enfile très vite. Je me dis non, pourquoi tu te dévêtis, c'est pas grave, tu n'as pas besoin de montrer tes bras. Enfin, vous voyez, c'est d'accord. curieux. Donc quand vous dites votre perception, c'est vous percevez que vous êtes nu, ça entraîne une émotion qui est une émotion de panique, de malaise. Du coup, l'action, je suis trop déshabillée. Voilà, que vous faites à ce moment-là, c'est de vous vêtir, de remettre un gilet. Et donc, à ce moment-là, vous vous dites quoi sur vous de tout cet enchaînement? Je trouve ça. Je suis pas bien après. Je suis pas bien. C'est-à-dire, je marche la tête baissée. vous vous sentez coupable? Vous vous sentez coupable? D'accord. Oui. Et vous vous sentez coupable d'avoir agi comme vous l'avez fait, ou vous vous sentez coupable d'avoir eu les bras nus quelques instants, ou c'est la conséquence? Presque les deux, Sophie, justement. Autant l'un que l'autre. Oui, parce que je me dis, mais les gens ont dû se demander pourquoi j'étais autant dévêtue, alors que je suis moins dévêtue que les autres, puisque, vous voyez, en général, je suis assez... bon, déjà parce que j'aime pas naturellement trop mais là vraiment j'ai comme une honte. Donc en fait, quoi que vous fassiez, vous êtes coincé dans ce que vous racontez. C'est que si vous vous sentez nu et vous vous couvrez, vous vous sentez pas bien de le faire. Mais si en même temps vous êtes dévêtu et que vous avez, je vais reprendre les bras nus, vous vous sentez aussi très mal et coupable parce que vous percevez que vous êtes toute nue. Donc je regarde beaucoup les autres. Après, je regarde beaucoup les autres femmes. Je regarde les bras. Je suis fixée sur les bras en me disant, elle a bien eu le courage de... le courage, ouais. Oui, oui, j'ai dit le mot. J'ai dit, moi, je les trouve, voilà, c'est ça. Vous trouvez qu'elles ont le courage d'avoir les bras nus? Oui, c'est curieux. Oui, oui j'ai dit vraiment ce que je pensais. Oui, je me dis ça. Mais quel courage. Oui. Et donc le courage de montrer finalement quelque chose d'elle. Oui. Oui. Mais ce week-end dernier, j'étais avec ma maman qui m'a obligée à pas prendre de gilet. Heureusement, il n'y avait pas trop de monde dans la rue parce qu'elle vit un peu à la campagne. Mais sinon, je pense que je serais retournée chercher mon gilet. Vous voyez? Oui. Mais c'est pareil, si je vais prendre un café avec mon fils ou j'ai un t-shirt, je vais rester... Mais peut-être que vous avez raison, je vais peut-être aller en parler un petit peu. Oui. Peut-être que l'auditrice qui a dit que c'est peut-être aussi le fait d'avoir perdu confiance en moi et d'être seule aussi, je pense aussi. C'est-à-dire que vous avez vécu à la fois un choc qui, sur le plan psychique, s'est pas élaboré et qui a été l'été. Mais vous voyez, il y a Lala qui dit le changement de saison me perturbe aussi. Il me faut un temps d'adaptation, dit Lala. Et moi, j'ai pas eu de cancer. Donc après c'est un rapport en fait à son corps. Il y a Muriel qui dit je connais exactement le même problème sans avoir été malade, je ressens les mêmes angoisses, je n'ose pas dénuder ni mes bras ni mes jambes. Et pourquoi?
C'est ça que Ouais. Alors après, il n'y a pas un pourquoi général. Donc moi, je ne veux pas me lancer parce qu'il y a des options possibles dans les histoires de chacun. Parce que c'est vraiment la relation au corps et à l'image du corps est très intime. Je ne suis pas la seule, vous voyez. Moi, je pense, vous voyez, quand je suis dans... Bien sûr, vous n'êtes pas la seule. Ah, et ça c'est rassurant là maintenant de savoir ça pour vous. Parce que finalement, ce que vous êtes en train de vous dire, c'est « Oh, je suis vraiment bizarre et anormal d'être comme ça ». Donc là, ce que vous apprenez ce soir, c'est « Ah, mais ça n'arrive pas qu'à moi, donc il y a quelque chose dans ce qui m'arrive qui est susceptible de pouvoir exister ». C'est ça ? Oui, parce que parce que moi, pour moi, quand j'enfile mon gilet, j'ai beau regarder autour de moi, je ne vois personne en gilet quand il y a 30 degrés dehors, vous voyez. Alors peut-être que Muriel, elle a du mal, et peut-être que... Ah oui, oui, d'accord. Ouais, je ne sais pas si elle arrive quand même si elle a des difficultés, si c'est difficile, si elle arrive à se retrouver les bras dénudés et les jambes découvertes. Ouais. Alors, pour vous, parce que vous avez dit, c'est pas tant le fait que les gens vous regardent, c'est le sentiment par rapport à vous d'avoir commis une faute. C'est-à-dire qu'avec vous, il y a une histoire de culpabilité. Parce qu'on pourrait dire, c'est le fait que les autres me voient, etc. Mais vous, il y a une histoire de je me sens coupable si je suis dénudée, mais je me sens aussi coupable de me vêtir. Donc vous êtes coupable. Je ne voudrais plus me poser de questions, je dois m'habiller comme j'en ai envie, et puis ne pas être gênée parce que j'ai les bras découverts. Je voudrais. Voilà, donc dans la culpabilité. Que ça soit naturel. Oui, mais dans la culpabilité, c'est qu'est-ce que, pour reprendre presque une question d'enfant, c'est qu'est-ce que j'ai fait de mal, qui fait que j'ai pas le droit, moi, de dénuder mes bras. Mais si je me couvre, je me sens aussi coupable de pas être comme les autres. Et là, je me sens ridicule quand je suis trop couverte. Vous cherchez à vous punir de quoi, en fait ? C'est vrai que depuis que j'étais malade, j'ai une sorte un peu de dégoût de ma personne, mais spécial, enfin de dégoût, de mon comportement plutôt, vous voyez, parce que je me rends bien compte que je suis toujours mal dans ma peau dès qu'il s'agit de... mais même en hiver, hein. Vous voyez, par exemple, si je porte un imperméable, je vais le cintrer, mais après je vais vite me dire ah non, c'est trop cintré, ça fait trop. Je vais détacher mon impair dès que c'est un peu féminin finalement. Voilà. Donc c'est un rapport au corps, hein. Il y a une punition au corps, hein. Il y a quelque chose de votre féminité. J'ai un foulard, je le mets vite dans mon sac aussi, Sophie. Je l'enlève et je le mets vite dans mon sac. Je le trouve joli. Je le plie vite dans le fond du sac. Aussi. Ah, parce que quoi, trop féminin le foulard ? Ça parle trop de vous ? Je ne sais pas. Ah oui, donc là on n'est plus dans l'histoire d'avoir le corps dénudé ou pas. On est en train de passer à autre chose là. Et je faisais pas ça avant la maladie, c'est pour ça. Alors, il y a Cathy qui demande, mais est-ce que vous avez une prothèse ? Vous avez fait une reconstruction mammaire ? Non, parce que c'était pas trop grave. D'accord. Donc juste à droite et ça a été enlevé. Il n'y a pas de, j'ai pas de complexe par rapport à ma poitrine en fait. Oui. C'est juste par rapport à votre féminité. Oui. Ah oui, c'est peut-être ça, vous avez raison. C'est une histoire de féminité chez vous, en fait. Je parlais des bras, mais en fait, oui, parce qu'il y a... mais en hiver, en hiver, c'est moins douloureux parce que on a moins besoin de se dévêtir. C'est plus douloureux en été, finalement. Mais en hiver aussi, je vais avoir des comportements un petit peu... oui, c'est vrai. Si je mets un joli foulard, je vais l'enlever. Oui, c'est vrai. Parce que ça pourrait attirer l'œil, sait-on jamais. En fait, c'est attirer le regard. C'est je veux pas attirer le regard. Et le paradoxe, finalement, qui vous coince dans votre comportement, c'est que quand vous vous couvrez en été, vous vous rendez compte que vous attirez le regard en vous couvrant. Alors, vous n'arrivez pas vraiment à résoudre. Bon, vous attirez effectivement pas le regard sur votre peau, mais vous dites, aïe, je crée un nouveau problème avec ma solution. Ma solution, c'est de me couvrir pour qu'on me voit pas. Mais d'abord, bon, bien sûr, j'ai trop chaud, mais surtout, les gens vont me trouver très bizarre d'être en impair par 30 degrés. Oui, c'est vrai. Vous voyez ?
Alors, Cécile, il y a Muriel qui a envie de réagir à votre témoignage. Muriel, dont j'ai lu le SMS et ça m'a fait réagir. Vous êtes là, Muriel? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Muriel. Et vous, bonsoir Muriel. Et vous disiez donc que vous viviez sans avoir eu de cancer ou de maladie, la même chose en fait que Cécile. La même chose. Oui. Alors Et comment ça se traduit pour vous? Oui. Plus les années passent et plus, je veux dire, j'ai envie de pouvoir m'habiller en été comme je m'habille en hiver. Ouais. C'est-à-dire impossibilité. Alors j'aimerais acheter un petit débardeur. Non, je n'achète que des t-shirts qui ont des manches courtes, voire 3/4, parce que plus on peut en cacher, pour moi, mieux c'est. J'adorerais porter des robes, porter des jupes, je ne peux pas. J'en mets une et avant de partir au travail, je remets un jean, un pantalon, voilà. Et j'avoue que je n'arrive pas vraiment à comprendre ce rapport à mon corps. Je veux dire, il y a des corps qui sont bien plus beaux, il y en a d'autres qui sont bien moins beaux. C'est pas une histoire de beauté. Je ne sais pas à voir avec ça finalement, parce que moi je suis pas. Non, vous voyez, par exemple, moi souvent ma maman me dit mais pourtant tu n'es pas grosse, mais moi je pèse 49 kilos, je fais 1m50. On fait le même poids. Voilà. Ah ben voyez. Donc ça n'a pas à voir avec ça. Mais vous dites que vous n'avez pas été malade, vous n'avez pas subi de... Alors moi je n'ai pas eu de pathologie comme vous avez eu un cancer. Moi, ça fait quelques années que il y a eu des problèmes psychologiques. Bon, ça fait un petit moment que je suis une analyse et je pense qu'on arrivera à parler de ce sujet-là. Si on l'a abordé déjà plusieurs fois, on l'a jamais vraiment creusé. Mais vers l'âge de 12-13 ans, j'ai été victime d'attouchements sexuels. Bon, pas de viol, voilà. Mais et vous, Cécile, aussi? Ou pas? Non, jamais. Non. Moi, c'est vraiment depuis cette maladie que j'ai perdu confiance. Vous, c'est la maladie. Ouais. Et moi, voilà, je peux dire qu'il y a eu cette période-là, mais jusqu'à l'âge après de 25, 30 ans, non, j'étais même, je sais pas, on allait à la mer, je me mettais en maillot de bain. Bon, je gardais toujours un maillot de bain, une pièce ou 2 pièces, mais j'ai rarement enlevé le haut. Il fallait vraiment que je me sente en hyper confiance. Mais après, se sont installés, je pense, quand même des petits troubles nutritionnels. Là, par exemple, cette année, je fais 48 kilos pour 1m68, donc je suis quand même maigre. Ah oui, même moi, je me trouve maigre. Et c'est cette honte-là, moi, que j'ai, je crois. Oui, de l'une ou de l'autre. Alors là, le point commun pour Cécile comme pour vous, Muriel, c'est vous voyez, on entend un sujet de honte et de rapport au corps. La question qui me vient pour l'une comme pour l'autre, c'est quand vous êtes nue sous votre douche ou chez vous, quel rapport vous avez à votre corps? Je vous laisse répondre. Et puis moi, sincèrement, oui, Cécile. Muriel, elle doit être très très fine parce que moi je suis petite, je mesure 1m59. Vous voyez, j'ai le poids de ma taille. Non, moi ça va, j'ai pas. Non, quand je suis toute seule, je suis tranquille. Oui, mais est-ce que le rapport, vous êtes en amitié? Je suis contente. Quand je suis toute seule, je m'amuse. Même chez moi, je vais mettre une petite robe ou je vais mettre un paréo. D'accord. Donc vous êtes en amitié avec votre corps quand vous êtes seule avec lui? Oui, quand je suis toute seule. Oui. D'accord. Et vous, Muriel? Exactement pareil. Ouais. Donc, c'est-à-dire que je peux me regarder nue, me doucher, me balader si je suis toute seule, me balader nue dans l'appartement. Je veux dire qu'il y a des parties de mon corps qui attirent mon regard, les bras maigres, les mollets maigres, bon. Mais ça, je me dis, bon, allez, remets-toi à faire du sport et là, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même pour l'instant. Mais dès qu'il y a une tierce personne, et ça peut être mon mari, devant lequel je n'ose plus me montrer nue, par exemple. Voilà. Alors, d'accord. Je peux plus. Mais Muriel, vous n'osez plus vous montrer nue parce que vous vous trouvez trop maigre, peut-être, c'est ça, non? Vous avez trop perdu de poids? J'ai trop perdu, mais même avant la période où je me suis amaigrie, il y avait déjà ça. Ouais.
Je veux dire, quand on partait en vacances l'été dans un endroit dans la famille où il y a une piscine, j'étais malade 8 jours à l'avance en me disant, bon, j'amène le maillot de bain, mais j'amenais aussi un paréo et je prétextais toujours qu'il y avait trop de soleil ou enfin voilà, des faux prétextes pour ne pas me mettre en maillot de bain alors que je crevais d'envie d'aller à la piscine avec eux. Ouais. Et Sophie Muriel, je ne sais pas si c'est certainement dû à ce qu'elle a vécu petite, non? Je ne sais pas si ça peut avoir un lien. Oui, c'est ce que je vous disais. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement chacun a une histoire singulière par rapport au fait de se déshabiller. Mais l'une comme et c'est vrai qu'on comprend Muriel. D'ailleurs, je ne sais pas, Muriel, vous avez vous avez déjà consulté quelqu'un ou parlé de votre histoire, ouais. Et ça a changé des choses pour vous. Ah, et petit à petit, vous voyez des choses changer? Alors, ce que j'ai vu changer, c'est ma vision. Alors, ça va être paradoxal parce que c'est l'acceptation, en fait, de qui je suis et de comment je suis physiquement. Ouais. Parce qu'au début, quand je me rendais aux premières séances, je me souviens, j'avais une rue à traverser et une vitrine face à moi. Et quand je me voyais arriver dans la vitrine, je disais, mon Dieu, c'est pas possible, c'est moi. Mais j'avais l'impression d'être dédoublée. Je ne me reconnaissais pas, en fait. Et dans un miroir, ça me faisait le même effet. Le visage que je voyais ne coïncidait pas au visage que l'on s'imagine avoir quand on ne se voit pas. Alors, et aujourd'hui, Muriel, vous arrivez à porter une petite robe ou maintenant Non, j'arrive à me regarder dans un miroir et à me dire « Ok, c'est bien toi ». Si je me regarde nue, je vais me dire « Oh là là, t'as les clavicules qui sortent, t'as les bras tout maigres ». Si je suis seule, c'est ce que je vous disais. Je peux mettre une robe ou me balader juste en t-shirt ou en slip. Mais si même en ayant parlé, ça n'a pas... Oui, parce qu'on a abordé des problèmes... autre, si vous voulez, donc qui me ramène, moi, après, dans ma réflexion à ce problème-là, mais auquel, ces jours-ci, je n'avais pas trop pensé, comme vous, sauf hier ou avant-hier, où il faisait très, très chaud. Et donc, quand j'ai écouté vos premières paroles, je me dis, tiens, une Muriel Bis, là. Et c'est pour ça que j'ai fait le numéro d'emblée parce que on a forcément un point commun. Ça me fait plaisir. Ouais, alors le point avoir l'air non. Et le point que vous avez toutes les deux en commun, c'est qu'on est bien dans l'ordre de la phobie, la phobie, la peur. Et alors il y a un nom pour cette phobie-là, c'est la dysabiliophobie, liée à l'habillage. Et l'une comme l'autre, et donc c'est pour ça que je vous orienterai toutes les deux vers ça. C'est sur tout ce qui est thérapie cognitivo-comportementale, et ça peut être relativement rapide, qui travaille et qui va vous aider à travailler l'une comme l'autre sur les croyances que vous avez associées à l'image de votre corps. C'est-à-dire que vous vous êtes raconté une certaine histoire. Et ce serait trop long, là, effectivement, de rentrer dans ce genre de protocole, mais chacune une histoire et des croyances sur l'image de votre corps et ce qu'elle renvoie aux autres, et donc avec un comportement en conséquence, un comportement phobique, en fait. Oui, alors, il y a des gens qui ont peur de la foule, les agoraphobes, il peut y avoir des phobies alimentaires. Vous, ça se place à cet endroit-là, c'est-à-dire par rapport à l'habillement, parce que c'est sur l'image, en fait, de votre corps en face de l'autre, pas toute seule. Vous voyez bien que toutes les deux, quand vous êtes nues, voilà, ça vous pose aucun problème. Mais dans le regard de l'autre, il y a quelque chose, à ce moment-là, qui se déclenche dans le comportement et qui déclenche de la panique. Et alors, si je peux me permettre, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que plus je ressemble, en fait, à ma mère ou à mon père, par certains côtés, et plus j'ai du mal à m'accepter. C'est-à-dire que ma mère est décédée il y a 10 ans. Donc, elle avait aussi, elle, par contre, avait été très malade. Et donc, elle avait des bras amaigris. Vous savez, alors, les bras amaigris d'une femme qui ont été un petit peu musclés, ça devient flasque. Et voilà. Et cette ressemblance
à ma mère, et qui était quelqu'un pourtant que j'ai aimé profondément, que j'aime toujours, même si elle n'est plus là, le fait de lui ressembler, ça me fait, devant un miroir, je fais 3 pas en arrière. Hein. Donc de peur de lui ressembler. Mais alors, sur le lien que vous faites avec le fait de couvrir votre corps, je le couvre pour que... Si jamais on le reconnaissait. Oui, c'est pas tellement pour moi. Oui. Si, moi, ça me rassure. Mais par exemple, j'aurais davantage de facilité éventuellement à sortir en t-shirt dans une ville où je ne connais personne. Parce que je me dirais, bon, quel que soit le regard des autres, je m'en fiche, hein, ça n'a pas d'importance. Quand je suis, par exemple, l'été, que je retrouve la famille, donc mes frères, mes belles-sœurs, qui ont aussi bien sûr connu ma mère, et là, j'ai trop peur qu'on me dise, tiens, on dirait ta mère, ou tu ressembles à ta mère, voilà. Et ça, je supporte pas. Ouais. Donc, il y a une histoire de corps, de ressemblance, et la crainte de dire, on pourrait trouver une similitude, alors il faut la cacher. Exactement. En tout cas, il y a quelque chose à cacher. Oui, moi, je sais que j'ai quelque chose à cacher. Tiens donc, ouais. Qui n'est pas forcément justifié ou justifiable. Oui, mais donc il va falloir que je le travaille. Alors, c'est pas tant, vous voyez, l'histoire de justification, parce que c'est justement parce que vous vous dites que c'est pas justifiable que vous ne rentrez pas dedans, parce que ça fait un peu peur, mais c'est plutôt d'en trouver le sens. Parce que si vous avez cherché à cacher quelque chose, et de toute façon, dans la phobie ou la crainte, toutes les deux, vous êtes un peu là-dessus, sur le fait de cacher quelque chose à quelqu'un, il y a quelque chose que vous vous cachez à vous-même. Vous êtes en train, chacune, de vous cacher quelque chose à vous-même en cherchant à cacher quelque chose à quelqu'un. Et donc, le sujet, c'est pas de justifier ça, hein, parce qu'il n'y a pas de raison, ça voudrait dire il y a une raison valable ou pas. Il n'y a pas de raison valable, mais il y a un sens, il y a une histoire. Et vous avez chacune, alors pour le coup, une histoire qui ne sera pas la même et qui sera singulière, mais qui sera de trouver, par le biais de la thérapie, qu'est-ce que vous vous cachez à vous-même que vous devez cacher aux autres. Elle est là, la question. Parce que moi, je sais qu'au cours de la thérapie, je vous dis, au départ, je ne me reconnaissais même pas. J'avais l'impression que j'avais mon double qui marchait à côté de moi. Et petit à petit, ces deux personnages ont fusionné à nouveau. Donc, c'est redevenu moi. D'accord. Mais, par contre, voilà, sur l'habillement, j'étais chez j'étais chez l'analyste avant-hier. Il faisait hyper chaud. J'avais un t-shirt très, très léger, mais j'ai quand même mis une petite veste très légère par-dessus, mais je ne l'ai pas enlevée pendant la séance. Ouais. Donc, vous avancez petit à petit. Vous dites, ça y est, je me suis reconnue, je me suis reconnectée à moi. Oui. Et pour l'instant, il y a encore un apprentissage. Merci Muriel, en tout cas, de nous avoir rappelé. Merci beaucoup. Désolée, j'étais monopolisée un petit peu par rapport à... Non, c'est intéressant de vous avoir aussi avec nous, donc je vous remercie. Au revoir Muriel et bonne nuit à vous. On peut peut-être en reparler. On va vous laisser en contact hors antenne toutes les deux. Je vous propose, Quentin va vous reprendre. Merci beaucoup, Sophie. Et puis Cécile, écoutez, j'espère quand même l'une comme l'autre que vous profiterez un peu de l'été quand même. Moi je vais parce que vous savez que mettre sa peau au soleil, ça nous fait prendre de la vitamine D. Et pour nous les femmes aussi, c'est important contre l'ostéoporose. Donc voilà. Je vous remercie beaucoup. Donc prenez soin de vous. Bonne nuit à vous. Bonne nuit Cécile, bonne nuit Muriel. Vous pouvez nous mettre en contact. Bien sûr, on va le faire. Bonne nuit à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne nuit à vous. Au revoir. Il est 1h, vous écoutez Europe 1. Je vous souhaite une belle et douce nuit. Et je vous laisse en compagnie de Jean-Marc Morandini et son grand direct des médias. Bonne nuit. À demain, 23h.